Alors, on va continuer à rester au niveau macroscopique aujourd'hui. Alors, attendez, il suffit que je commence pour qu'il se décide. Bon. Et progressivement, on va redescendre vers les plus petites échelles au fur et à mesure que le cours va avancer. Alors, donc on va voir le cours et le séminaire ce matin, comme la dernière fois. Et comme la dernière fois, il y aura un workshop cet après-midi auquel vous êtes évidemment invité à vous joindre si vous en avez envie, qui sera autour du thème de ce matin. Donc, des gens qui veulent contribuer ou qui ont des propositions d'intervention sont bienvenus. Alors, aujourd'hui, on va parler de choix de matériaux. Donc, on va faire ça en deux temps. Attendez que je m'y retrouve. Je vais commencer dans la première heure par vous faire un peu un point de où on se trouve en termes de méthode systématique de choix, un état des lieux. Et ça va m'amener à des évolutions qui sont très récentes, enfin qui sont relativement récentes, et dont va vous parler Stéphane Gors, qui nous vient de Bordeaux, qui fera le séminaire, voir comment les méthodes dont je vais vous parler ce matin peuvent être ou ne peuvent pas être adaptées à des problèmes de choix qui sont moins des problèmes de choix de matériaux pour des applications structurales ou thermiques, mais plus des problèmes de choix pour des applications fonctionnelles. Donc il vous illustrera ce point de vue-là. Et cet après-midi, on aura quelques séminaires qui sont associés à l'idée de développer des matériaux en s'inspirant des méthodes de choix. C'est-à-dire que là, on commence à être un petit peu à cheval entre la conception et la fabrication des matériaux, la conception des objets et la fabrication des matériaux, puisqu'on va essayer de développer des matériaux en fonction d'exigences qui sont imposées par le choix et par les cahiers des charges et par les applications. Donc ce que je vais faire ce matin, c'est vous faire un état des lieux de ce qu'on sait faire et de ce qu'on ne sait pas faire en termes de méthode systématique de choix. Alors je repositionne ça dans l'ensemble du cours, donc vous vous souvenez du fil rouge. On a vu la dernière fois les matériaux architecturés multifonctionnels. Là, le choix des matériaux, des procédés, art du compromis, c'est différentes. Le code de couleur qu'on va avoir pendant toute la série des cours, ça va être au fur et à mesure. On va passer dans chacun de ces blocs-là et on va aller faire un petit tour au niveau microscopique, puis on reviendra au niveau macroscopique, puis on terminera avec les matériaux bio-inspirés. Donc aujourd'hui, je fais les matériaux et les procédés, l'art du compromis. Alors, cette discipline, évidemment, on n'a pas attendu le XXe siècle pour choisir des matériaux. Quand je vous ai commencé le cours de la leçon inaugurale en vous parlant de l'homme préhistorique, il savait bien qu'il fallait faire ses outils en silex et qu'il n'allait pas les faire en grès s'il voulait avoir des arêtes coupantes. Donc il y a une procédure de choix de matériaux qui est laissé-erreur, qui est, j'essaye, je vois si ça marche pas, j'en prends un autre. Ce qui est assez nouveau, c'est de structurer un ensemble d'informations, de le structurer de façon à le rendre accessible à l'ingénieur et de pouvoir gérer ce problème de l'hyperchoix, c'est-à-dire le problème qu'on a en gros entre 50 et 100 000 matériaux disponibles. Et de pouvoir le faire de manière systématique, non pas pour avoir un outil qui vous dispenserait de réfléchir, mais pour faire de manière systématique ce qui peut être fait de manière automatique et garder du temps pour être véritablement innovant, soit dans le développement de matériaux, soit dans la conception. Alors, l'initiateur de ces méthodes-là, c'est Michael Ashby, qui a développé ces méthodes qui a commencé il y a déjà une vingtaine d'années à Cambridge. Et il y a eu un très long chemin. Alors, Michael Ashby, dans le domaine de la science des matériaux, est quelqu'un d'assez extraordinaire. C'est-à-dire, chaque fois qu'il a commencé quelque chose, tout le monde disait c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et puis, grosso modo, il n'avait jamais qu'une vingtaine d'années d'avance sur tout le monde. Et là, on arrive toujours à une situation où c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais ça structure une manière de réfléchir qui permet de gagner du temps. Donc ça a commencé il y a 20 ans. Il y a 20 ans, Michael Ashby lui-même avait fait une base de données matériaux. Alors c'était à peu près la seule personne qui pouvait faire ça, parce qu'il avait à peu près autant travaillé sur les métaux que sur les céramiques ou les polymères. Et au début, c'était un truc qui était... c'était un outil de sélection qui était très primitif. C'était juste, grosso modo, une base de données avec quelques matériaux qui étaient représentatifs, mais qui n'étaient pas exhaustifs, bien sûr. Et puis, un outil qui était très visuel, mais qui permettait de sélectionner vis-à-vis de 1, 2, 3 critères, de sélectionner vis-à-vis de propriétés. Alors, depuis, il y a eu pas mal de chemin de fait. Alors, les logiciels en question sont maintenant dans le domaine public, sont utilisés soit dans une version générique pour des problèmes de formation, soit dans des versions spécialisées dans des entreprises. Alors, la dernière version de ces logiciels s'appelle le Cambridge Engineering Selector, qui a une édition nouvelle chaque année. Et maintenant, vous avez
évidemment la procédure de sélection des matériaux avec des bases de données qui sont beaucoup plus grandes, qui ont la même logique, qui est d'être structurées de manière hiérarchique, où il n'y a pas de trous, où les propriétés qu'on ne les connaît pas sont estimées, mais sont repérées comme étant estimées. Il y a des bases de données sur les procédés, sur les différents procédés, les attributs des procédés, avec quels matériaux ils sont possibles, avec quelle géométrie ils peuvent être réalisés, avec quelle cadence. Vous avez un outil qui est un outil d'estimation des coûts, on en parlera tout à l'heure, c'est une manière de sélectionner les procédés. Entre différents procédés possibles, on va essayer de trouver le procédé qui est le moins cher. Une estimation, ça c'est les derniers développements, qui est une estimation disons, de l'impact écologique de différents choix. Donc il y aura un cours qui portera spécialement sur les vertus et les limites de ces approches-là. Et puis, une des dernières caractéristiques, c'est que maintenant on peut faire des bases de données sur mesure. Alors vous allez me dire, comme je suis censé vous parler de la science en train de se faire, vous pourriez me dire, bon, c'est fini, on passe à autre chose. En fait, ce que je vais essayer de faire ce matin, c'est vous montrer les limites de ça, de voir ce qu'on peut faire et les endroits où les méthodes en question posent problème. Alors, les trois questions qu'on va aborder dans ce cours, c'est comment est-ce que je peux choisir un matériau pour une application donnée ? La deuxième question, c'est le problème inverse, dont j'aimerais vous entretenir un peu, qui est, j'ai un matériau, qu'est-ce que je peux bien en faire ? Parce que les laboratoires ont des tas de matériaux qui restent des matériaux d'avenir pendant des siècles, qui restent dans les tiroirs. Ils ont des propriétés intéressantes, mais on utilise très rarement un matériau pour une propriété, on utilise un matériau pour un ensemble de propriétés. Et cet ensemble de propriétés prend aussi en compte des cahiers des charges qui sont la capacité de les mettre en œuvre. Les supraconducteurs à haute température seraient beaucoup plus efficaces si on arrivait effectivement à en faire des câbles. Donc, j'essaierai de vous montrer un peu ce renversement de questions. Qu'est-ce que je peux faire avec un nouveau matériau ? Et puis, je ferai une ouverture pour terminer l'ensemble du cours sur les problèmes d'optimisation qui se posent dans ces questions-là. Et je vous montrerai qu'il y a des questions qui sont aussi intéressantes du point de vue des mathématiques appliquées. Quels sont les outils qu'on doit adopter pour essayer de se guider dans un espace d'optimisation qui est assez particulier, parce qu'il y a à la fois un espace d'optimisation qui est discret, j'ai des noms de matériaux séparés, et puis qui est aussi continu, parce que je peux avoir des compositions qui varient de manière continue, des dimensions qui varient de manière continue. Et donc ça nous conduit à avoir des outils d'optimisation un peu spécifiques, où là, il y a encore plein de choses à faire. Alors, le cours va se décliner de la manière suivante. Je vais d'abord vous parler des méthodes génériques, c'est-à-dire en gros le fond commun, la sagesse commune sur les méthodes de choix de matériaux. Après, j'essaierai de vous montrer comment ces méthodes génériques peuvent être adaptées pour développer des outils spécifiques. J'aborderai ensuite le problème inverse, comment est-ce que je peux trouver une application pour un matériau donné, et je vous donnerai les grandes stratégies qui sont mises en place pour faire cette démarche-là. Je vous poserai ensuite, là je commencerai à vous parler des questions où ça fait mal. Les questions où ça fait mal, c'est qu'on essaye de concevoir, en particulier pour les problèmes de durabilité. Donc j'essaierai de vous montrer ce qu'on sait faire et ce qu'on ne sait pas faire pour les questions de durabilité d'une conception. Il est quand même très rare qu'un ingénieur conçoive pour un truc qui doit marcher une seule fois et uniquement dans les 5 premières minutes après le moment où on l'a fabriqué. Donc ces questions de durabilité sont des questions importantes et vous allez voir que c'est un des points d'achoppement de ce genre d'approche. Ensuite, j'essaierai de vous parler de l'optimisation, des problèmes d'optimisation, des méthodes d'optimisation. On terminera par un exemple où j'essaierai de vous montrer comment on peut développer un matériau à partir d'un cahier des charges avec les méthodes de choix et en couplant ça avec les procédés de développement de matériaux. Et ça va nous amener progressivement. Le dernier exemple que je vous traiterai, c'est l'exemple de conducteurs qui sont utilisés pour des aimants pulsés, des aimants à haut champ magnétique. Et je vais vous montrer comment on fabrique le matériau en fonction de l'exigence du cahier des charges. Et ça me permettra ensuite de passer la parole à Stéphane qui va vous parler de problèmes de choix de matériaux ou de développement de matériaux en liaison avec des applications qui sont plus des applications fonctionnelles. La conclusion, c'est où sommes-nous ? Je n'oserais pas vous dire de où allons-nous. Enfin bon. Alors, les méthodes génériques. L'idée de base des méthodes génériques, c'est donner une liberté d'approche. C'est-à-dire que l'idée, c'est de choisir les matériaux en gardant un ensemble d'options aussi large que possible. Et il faut, les idées de base, c'est d'une part que les problèmes de comparaison entre les différents matériaux doivent être posés au tout début de la conception et pas à la fin. Ça a été un des drames des matériaux composites à matrice polymère à renfort fibreux,
que de dire je fais une pièce dans un matériau métallique et puis après je viens voir quelqu'un des polymères et je lui dis faites-moi la même pièce en composite à matrice polymère. Ça marche juste pas. Quand on veut faire un cadre de vélo en composite à matrice polymère, eh bien on reconçoit le cadre de vélo. C'est-à-dire on ne fait pas un cadre de vélo en structure diamant. La structure diamant du cadre de vélo, c'est des tubes qui sont assemblés, qui ont cette structure particulière que vous connaissez tous sur les vélos. Si vous faites un cadre en composite comme ça, vous avez des tubes en composite que vous pouvez très bien faire par enroulement filamentaire. Et puis après, ces tubes en composite, il faut les assembler. Et assembler des tubes en matériaux composites, c'est un vrai cauchemar. Donc vous le faites de manière brutale en mettant des manchons métalliques et vous forcez les tubes à l'intérieur. Et le résultat, c'est que vous avez un cadre de vélo qui est beaucoup trop lourd. Donc si vous voulez vraiment faire un cadre de vélo allégé en composite à matrice polymère à fibre de carbone, il faut vous être posé la question au tout début, quelle doit être la géométrie du cadre en question. Donc il faut se poser la question très tôt. Il faut, le deuxième point, les idées, c'est des idées très simples que je suis en train de vous donner ici, mais c'est en gros d'éviter les voies sans issue. Deuxième idée, c'est que la comparaison entre les matériaux requiert une définition très précise du cahier des charges, proprement dit. Donc il faut distinguer dans un cahier des charges ce qui relève de l'astreinte et ce qui relève de l'objectif. Par exemple, il est très rare qu'on demande à une structure d'être la plus rigide possible. On lui demande d'avoir une rigidité suffisante et un objectif, ça va être d'être la plus légère possible, la moins encombrante possible, la moins chère possible, etc. Si vous essayez de faire des structures qui sont les plus rigides possibles, généralement vous allez surdéfinir votre option, votre conception. Donc il faut distinguer assez clairement quelles sont les astreintes et quels sont les objectifs. Alors, il est aussi important de regarder les relations entre les différentes astreintes et d'avoir une idée assez claire de qu'est-ce qui est négociable et de qu'est-ce qui ne l'est pas. Je vais vous montrer des méthodes pour choisir des matériaux vis-à-vis d'un ou deux cahiers des charges. Quand on passera à la question de l'optimisation, je vous montrerai comment on aborde une question qui est évidemment centrale dès qu'on a à le faire en vrai, qui est comment je fais une sélection qui est multicritère. Alors il y a encore une idée qui est très simple. Quand vous faites une conception multicritère, elle peut être multi-objectif ou elle peut être multi-astreinte. Multi-astreinte, ça veut dire je veux que la chose soit à la fois rigide et solide. Si je veux qu'elle soit rigide et solide, ça veut dire qu'il faut que je me demande qu'est-ce qui est le plus difficile. Est-ce que c'est d'être rigide ou est-ce que c'est d'être solide? Donc là, je vais essayer d'avoir une analyse qui va me dire quelle est l'astreinte limitante. Si par contre je me dis je veux que la structure soit légère et pas chère, c'est-à-dire à masse minimale et à coût minimal, une question qui arrive immédiatement, c'est combien vous êtes prêt à payer pour alléger la structure. Donc là, vous voyez, la logique est différente. Vous n'êtes pas en train d'avoir une logique qui vous demande qu'est-ce qui est limitant. Vous êtes une logique qui vous demande comment est-ce que je fais le trade-off, comment je fais l'échange entre différents objectifs. Donc ça, c'est très très important aussi. Le dernier point, le troisième point qui est vraiment important dans les problèmes de choix, je crois qu'il faut garder en tête que c'est toujours une procédure qui est itérative. Vous partez d'un cahier des charges que vous avez défini pas trop mal. Ce cahier des charges vous conduit à un certain nombre d'options de sélection. Ces options de sélection vont vous conduire à redéfinir certains aspects du cahier des charges, à être capable de dire je suis prêt à en rabattre sur ce critère-là à condition que je gagne sur tel autre critère. Donc c'est une procédure qui va être itérative. Ce n'est pas du tout une procédure où on rentre un cahier des charges d'un côté, on met ça dans un ordinateur, on le laisse digérer, on ressort le cahier des charges de l'autre côté. Ça ne marche pas, c'est de l'escroquerie. C'est une procédure d'itération entre un cahier des charges qui se construit au fur et à mesure qu'on va dans la procédure de sélection. Le dernier point qui est important, et ça on y reviendra, c'est qu'on doit sélectionner un matériau, mais on doit sélectionner systématiquement le matériau, la forme et le procédé. Prenons un exemple courant. Alors, j'essaye autant que possible de vous donner des exemples très courants. C'est une des idées de ce cours, c'est de vous montrer qu'il y a de l'innovation technologique, y compris dans des choses extrêmement courantes. Prenez la roue d'une voiture, la jante d'une voiture. Alors, on peut le faire de tas de manières, mais vous pouvez vous dire, je peux faire une jante de voiture en acier ou je peux faire une jante de voiture en alliage d'aluminium. Ça s'appelle d'ailleurs jante alliage pour des raisons. Enfin, c'est un bon coup de cul de com. Hein, je veux dire, on appelle ça alliage, comme si l'acier c'était pas un alliage. Bon, vous pouvez faire une jante en alliage d'aluminium ou une jante en acier.
La jante de voiture en acier, vous la faites en prenant une tôle, en emboutissant la tôle, en roulant la tôle et en soudant la tôle. Ça, c'est ce qui vous permet de faire une jante acier. Si vous voulez faire une jante alu, vous faites la jante alu en coulant un alliage d'aluminium dans un moule. Et la structure que vous obtenez est une structure qui est moulée. Maintenant, si vous arrivez à voir quelqu'un de l'aluminium avec une géométrie de jante qui est la jante acier, il va vous dire qu'il ne pourra pas la faire. Parce qu'il ne pourra pas la faire. D'abord, ça ne sera pas suffisamment efficace parce que les parois seront trop minces, mais il ne pourra même pas couler les parois en question. Donc ça veut dire que se poser la question de savoir est-ce que je dois faire la jante en alu ou la jante en acier n'a simplement aucun sens si vous ne vous posez pas la question en même temps de savoir comment je vais la faire. Et la question de savoir comment je vais la faire dépend aussi de la géométrie que vous allez lui donner. La jante en aluminium a des géométries qui sont beaucoup plus épaisses, mais qu'on peut obtenir par moulage. Alors après, l'histoire de savoir est-ce que ça va être plus léger ou plus lourd si c'est en alu ou en acier, si vous regardez simplement les propriétés, vous vous dites sans difficulté que ça sera plus facile, plus léger de la faire en aluminium. Et si vous couplez ça avec le procédé, vous apercevez que vous êtes obligé, en fait, d'avoir des surépaisseurs pour réaliser la jante, et qu'en fait, une jante en alu est en général plutôt plus lourde qu'une jante en acier. Ce qui est assez amusant. Alors vous allez me dire pourquoi est-ce qu'on achète une jante en alu plutôt qu'une jante en acier, sachant qu'elle est plus lourde et qu'elle est plus chère? C'est tout simple, c'est que c'est plus joli. Donc ça, c'est un autre critère qui est, c'est plus joli, ça ne rouille pas, enfin, il y a des tas de bonnes raisons pour ça, donc c'est un autre critère qui va rentrer dedans. Bon, ceci pour vous dire que le couplage entre les procédés, les matériaux et les formes est une question qui est essentielle et qui n'est pas traitée de manière systématique. On est obligé de la faire rentrer progressivement dans les procédures de sélection. Alors, voilà un diagramme des différentes étapes de la démarche. On va essayer de le décliner sur un exemple plus courant. Je dirais, vous imaginez que vous avez envie de recruter quelqu'un. Alors, vous allez voir, il y a 3 étapes. Il y a une étape de filtration, une étape de classification et une étape de documentation. Sur la partie gauche de ce diagramme, vous avez qu'est-ce que veut dire l'étape de filtration, l'étape de classification et l'étape de documentation du point de vue des matériaux. Sur la partie droite de ce diagramme, vous avez ce que ça veut dire du point de vue des procédés. Alors, la filtration, vous voulez embaucher quelqu'un, vous voulez quelqu'un qui fasse de la mécanique et des matériaux. Vous recevez un candidat qui est un chirurgien-dentiste, vous dites c'est sûrement quelqu'un de très bien, ce chirurgien-dentiste, mais ce n'est pas quelqu'un qui a les compétences que je cherche. Donc ça veut dire que vous faites cette première filtration. Bon, de la même manière, vous allez vous dire le matériau, il doit travailler dans un moteur d'avion à 800 degrés, je peux faire tout de suite une filtration, ce n'est pas la peine que je pense au polymère pour ça. Donc je vais faire une filtration sur les procédés. Et je vais faire aussi une filtration sur les propriétés pour éliminer les matériaux qui n'ont aucune chance. Et je vais éliminer de la même manière des procédés qui n'ont aucune chance. Si je dois faire la tour Eiffel, je ne vais pas la faire par déposition en phase vapeur, atome par atome, parce qu'il passera un moment. Donc vous allez avoir des attributs élémentaires qui vont vous dire ces procédés, ils ne marchent pas pour tel type de matériaux, ou ils ne permettent pas d'avoir tel type de géométrie ou tel type de taille, et puis d'autre côté, telle propriété m'élimine d'avance des matériaux. Donc vous avez éliminé votre chirurgien dentiste. On continue, j'ai envie d'avoir quelqu'un donc qui soit à la fois mécanicien et qui connaisse bien la mécanique et qui connaisse les matériaux. J'ai d'excellents mécaniciens, j'ai d'excellents spécialistes de matériaux, et je vais en chercher un qui fait plutôt les deux. Donc ça, c'est ce qui va me permettre de les classer. Et je vais les classer par 2 outils, alors non pas les gens que je recrute, mais les matériaux et les procédés. Pour ce qui est des matériaux, je vais les classer par un outil qui s'appelle l'indice de performance. Alors une idée très simple de l'indice de performance, c'est la combinaison des propriétés qui traduit la pertinence d'un matériau pour une géométrie donnée, un chargement donné, une astreinte donnée et un objectif donné. Donc ça va être ce qu'on va appeler un indice de performance. Le plus simple que vous puissiez imaginer, je vais faire un tirant qui est en traction, qui doit être rigide et qui doit être le plus léger possible. Voilà un type d'astreinte et d'objectif. Eh bien, la propriété qui caractérise la pertinence du matériau vis-à-vis de ça, c'est le rapport de son module Young sur sa densité. Alors, ça vous le sentez bien, je veux dire, il faut que ça soit rigide, donc il faut un module élevé, et il faut que ça soit léger, donc il faut une densité faible. Donc E sur ρ, ça joue évidemment ce rôle-là, mais c'est explicite, c'est-à-dire c'est effectivement E sur ρ, c'est pas E carré sur ρ ou E puissance 2 tiers sur ρ, c'est E sur ρ. Si vous faites la même question sur une pièce qui sera en flexion, eh bien ça ne sera pas E sur ρ, ça sera E puissance 1,5 sur ρ. C'est-à-dire c'est une manière objective de définir l'adéquation d'un matériau avec un bout de cahier des charges. Donc, pour un physicien ou un chimiste, le matériau il a des propriétés.
Pour un ingénieur, il a des performances. Donc c'est les combinaisons de propriétés qui vont se traduire par ça. Du côté des procédés, ce qui va jouer ce rôle-là, ça va être les estimations des coûts. C'est-à-dire, je vais me dire, bien, pour réaliser cette pièce-là, eh bien, suivant le nombre de pièces que j'ai à réaliser et suivant les géométries que je dois obtenir, eh bien, je vais plutôt utiliser tel ou tel type de procédé. Donc l'outil de classification, c'est côté matériaux, les indices de performance, côté procédé, les coûts. Et puis après, il y a l'étape de documentation. L'étape de documentation, vous avez imaginé, vous avez recruté, vous avez vu quelques candidats intéressants, puis vous allez vous dire, est-ce qu'ils s'entendent bien avec les gens, est-ce que c'est des paranoïaques notoires, est-ce que c'est un flambeur, enfin, des tas d'informations qui peuvent être intéressantes pour le recrutement. Vous n'allez pas vous poser cette question-là sur le chirurgien dentiste, parce que c'est des informations qui ne sont pas faciles à avoir, et ça n'a aucun intérêt de les avoir sur une solution qui n'a aucune chance d'être retenue. Donc de la même manière, des questions du style, est-ce que j'ai l'habitude d'utiliser ce matériau-là? Est-ce que je sais souder des alliages d'aluminium? Est-ce que j'ai quelqu'un qui sait le faire? Est-ce que ça tient bien à la corrosion? C'est des questions qui sont très difficiles à obtenir parce que c'est des questions système. Donc ces questions-là, on va essayer de les poser sur des candidats qui sont potentiellement intéressants. Alors vous voyez, une des limitations qu'on va avoir ici, c'est que chaque fois qu'on se pose une question de type système, c'est-à-dire quelque chose qui ne relève pas simplement du matériau, mais qui relève par exemple du couple matériau-environnement-sollicitation. Le prototype de ça, c'est les problèmes de frottement par exemple. Chaque fois que vous êtes dans cette situation-là, si c'est une information complémentaire, vous saurez la traiter. Si c'est une information qui est essentielle dans la sélection, c'est-à-dire au tout début de l'étape de sélection, là vous allez être mal. Donc vous voyez tout de suite une des difficultés qu'on va avoir dans les procédures de sélection systématique, c'est quand vous avez des informations qui relèvent d'une approche système, il est difficile de les traiter en amont de tous les procédés de sélection. Bien, alors on va maintenant regarder sur les outils de sélection, l'état de l'art et les limites. Alors les outils, comparer les matériaux, c'est via les indices de performance, comparer les procédés, c'est via les estimateurs de coûts. Alors notez bien que je parle de comparer, je ne suis pas en train de parler de dimensionner. Je ne suis pas en train de dire quel va être le prix de la portière de voiture. Je ne suis pas en train de dire quelles vont être les dimensions de la pièce que je suis en train de fabriquer. Je suis en train de dire, compte tenu du cahier des charges que j'ai, eh bien ce matériau-là a plutôt plus de chances d'être meilleur que celui-là. Un problème qui est important, c'est le problème de l'optimisation multi-contrainte et multi-objectif. Et ça, je vous en parlerai un peu plus en détail, parce qu'il y a des méthodes systématiques pour aborder le problème. Toujours dans les outils, il faut des bases de données pour nourrir tout ça. Alors ces bases de données, elles peuvent être du domaine public. Ça, c'est le cas des logiciels Cambridge Engineering Selector. Elles peuvent être du domaine privé. Vous avez des bases de données pour les bureaux d'études de Schneider Electric, qui sont d'ailleurs maintenant conçues suivant le type de démarche que je suis en train de vous montrer. Donc, et puis évidemment, tout ça, c'est de mettre tout ça en place sous forme d'un software qui soit utilisable par le concepteur. Ça, je l'ai mis volontairement en dernière étape. Ce qui est important, c'est moins d'avoir un outil informatique de sélection que d'avoir toute une démarche structurée qui permette d'aller pêcher l'information où elle se trouve. Alors, les indices de performance dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, ce qu'on veut faire, c'est trouver une combinaison de propriétés qui est capable de vous dire à quel point un matériau va remplir ou non une fonction. Alors, on va identifier les fonctions, les contraintes et les objectifs, par exemple la barre dont je vous parlais tout à l'heure, avec des contraintes qui vont être des astreintes qui vont être que la longueur est spécifiée et que sous une charge donnée, il ne faut pas qu'elle casse. J'ai envie d'un objectif qui est la masse minimale et je veux, ma variable libre, c'est la taille de la barre et le choix du matériau. Alors, si je veux écrire maintenant l'objectif, c'est la masse. Je veux faire ça à masse minimale. Donc, c'est l'air fois la longueur fois la densité. C'est ça que je veux minimiser. Je veux que la contrainte n'excède pas la limite d'élasticité, donc que la force divisée par la section soit plus petite que la limite d'élasticité, et en éliminant entre l'objectif qui est la masse et l'astreinte qui est que la contrainte ne doit pas excéder la limite d'élasticité, j'élimine la variable libre qui est la section, eh bien je vois que la masse de la pièce que je suis en train de réaliser doit nécessairement être plus grande que la force fois la longueur fois la densité divisée par la limite d'élasticité. Donc ça, c'est un petit peu d'algèbre. Ce qui est intéressant, c'est que quand vous écrivez cette chose-là, vous vous apercevez que c'est comme chez les stoïciens, il y a les choses qui dépendent de moi et les choses qui n'en dépendent pas. Les choses qui dépendent de moi, c'est le choix du matériau. Les choses qui n'en dépendent pas, parce que ça m'est imposé, c'est la force et la longueur.
Donc si je veux que cette grandeur-là soit minimale, eh bien il faut que cette grandeur-là soit minimale. Donc ça me donne un indice de performance qui est, un indice de performance qui me dit de tous les matériaux envisageables, celui qui va être le plus performant vis-à-vis de l'objectif d'avoir une masse minimale et vis-à-vis de l'astreinte qui est de ne pas plastifier, c'est celui qui va maximiser le rapport de la limite d'élasticité sur la densité. Alors ça c'est un cas, maintenant on peut le faire de manière assez systématique. Si maintenant je dis j'ai envie de regarder les différentes pièces de mon cadre de diamant de vélo, si je veux la barre à rigidité, à contrainte, à solidité prescrite, à masse minimale, l'indice de performance c'est ça. Si maintenant je veux avoir non pas une barre mais une poutre en flexion, qui est la fourche du vélo, et que je veux quelque chose non pas qui ne casse pas mais qui soit suffisamment rigide, je veux toujours faire ça à masse minimale, eh bien ce qui va être important c'est de le rapport de la puissance 1,5 du module divisé par la densité. Bon, je ne vais pas vous donner le détail des calculs, c'est simplement un peu d'algèbre à partir de la résistance des matériaux lambda. Et puis, si vous vous dites maintenant que ça doit être en flexion et limité par la solidité, j'ai quand même pas envie que le truc devienne plastique, eh bien je m'aperçois que l'indice de performance, si je veux le faire à coût minimal, alors là c'est le coût matière ici, pas le coût procédé, eh bien vous allez avoir le rapport de la puissance 1,5 de la limite d'élasticité par la densité et par le coût massique. Donc vous voyez ici, donc, comment on peut décrire des indices qui nous donnent des combinaisons de propriétés qui donnent la pertinence de matériaux pour un des critères des cahiers des charges. Puis après, vous allez utiliser dans le logiciel en question, cette carte-là, je vous l'avais montré. Eh bien, par exemple, vous tracez des cartes module Young densité et vous tracez des lignes, c'est en diagramme logarithmique, qui vous donnent des lignes équiperformance. Donc, pour la densité divisée par le module divisé par la densité, la puissance 1,5 du module divisé par la densité, ou la puissance 1/3 du module divisé par la densité, si vous aviez affaire à des plaques. Et sur chacune de ces lignes-là, vous avez des matériaux qui sont d'égale performance, c'est-à-dire qui vont vous donner la même masse pour la rigidité donnée. D'accord ? Alors, si maintenant, donc ça c'est essentiellement l'outil de base pour comparer des matériaux entre eux pour des bouts du cahier des charges. On reviendra à ce qu'on appelle le cahier des charges en complet, parce que ça va être un peu plus compliqué. Maintenant, si je veux me poser la question des procédés, alors les procédés, on a éliminé en termes d'attributs, en termes de quelle dimension je peux obtenir, quel matériau je peux utiliser, à quelle cadence je peux le fabriquer. Le cas typique, c'est le taille-crayon. Si vous avez un crayon à tailler, vous prenez un canif. Si vous avez des crayons à tailler de temps en temps, vous avez un taille-crayon. Si vous avez un bureau de 10 personnes, vous avez un taille-crayon à manivelle. Et si vous fabriquez des crayons que vous vendez, vous avez un robot à tailler les crayons. Qu'est-ce qui fait qu'on prend l'un ou l'autre ? C'est simplement que je vais plus ou moins amortir l'investissement et que je vais passer plus ou moins de temps pour pouvoir utiliser pour pouvoir obtenir ce que je veux. Alors là, voilà un cas de figure où vous allez avoir un modèle de coût très simple. Alors il est très simple, en sens qu'il n'y a pas besoin de faire plus compliqué. On est juste en train de comparer des solutions. On n'est pas en train de dire je vais vendre ma portière de voiture à temps. Donc pour comparer des solutions, vous allez vous dire eh bien le coût de la pièce que je dois réaliser, c'est un coût matière. Et puis j'ai éventuellement de la perte de matériaux parce que je suis en train d'usiner, il y a des copeaux, etc. Donc voilà le coût matière de la pièce. Voilà un coût d'outillage que je dois diviser par le nombre de pièces que je vais réaliser avant que l'outil soit fini. Puis je vais avoir un coût ici qui est lié à la cadence de production qui va dépendre, c'est plus facile de tailler, on taille plus vite des crayons quand c'est un robot que quand c'est un taille-crayon à la main. Donc cette chose-là va vous donner une estimation des coûts pour une pièce donnée. Et vous voyez ici, pour faire une pièce en fonction du nombre de coûts, eh bien, vous pouvez, pour avoir la même pièce avec le même matériau, vous pouvez usiner une plaque, vous pouvez faire un moulage par injection de la plaque et vous pouvez faire un moulage par compression. Ça, c'est pour une plaque qui est en polymère. Quand vous avez ces trois cas-là, vous voyez que le coût par pièce, eh bien, il va être, si vous avez à faire quelques pièces, il vaut mieux l'usiner. Si vous avez un peu plus de pièces, c'est-à-dire grosso modo plus d'une dizaine de pièces, il vaut mieux faire un moulage par compression. Et faire un moulage par injection si vous avez plus d'un millier de pièces à fabriquer. Donc ça, c'est des outils qui vont vous donner, qui vont vous orienter vers tel ou tel type de procédé. Alors, les logiciels CES sont basés sur ces deux idées très simples, mais de manière assez systématique. Et l'état des lieux, c'est de partir de bases de données qui ont un certain nombre de critères en commun. Le premier, c'est une approche qui est homogène. Les bases de données sont hiérarchisées, c'est-à-dire vous allez avoir une arborescence, vous allez avoir les métaux, dans les métaux les alliages d'aluminium, les aciers, dans les aciers inoxydables, les aciers bas carbone, etc. Vous structurez une hiérarchie
Et ça, c'est intéressant du point de vue conceptuel. C'est, je vous ai dit, les procédures de sélection sont des procédures qui sont itératives. Donc ça veut dire que vous allez commencer par avoir une hiérarchie qui est assez grossière, et au fur et à mesure que vous avancez, vous allez descendre dans l'arborescence de la hiérarchie. Donc vous allez à la fin avoir à choisir entre différentes nuances d'acier et différents traitements thermiques, par exemple. Alors, on essaye d'avoir ici une approche qui est suffisamment objective. On essaye de minimiser les interventions non objectives, d'évaluation non objective. C'est-à-dire, aussi longtemps que cela peut se faire, on évite de mettre des coefficients de pondération entre les différents critères. In fine, on est obligé de le faire, mais je vais vous montrer comment on peut le repousser le plus loin possible. Et puis, l'avantage de ces méthodes-là, c'est qu'elles vous permettent, évidemment, je vous ai montré, on a une base de données, on trace des cartes, on met des lignes, et puis on peut le faire ça avec une dizaine de critères à la chaîne. Donc ça veut dire que vous pouvez déjà faire une sélection multicritères, mais en n'ayant pas pondéré les différents critères. Alors ça, c'est qu'une partie de l'histoire. Les logiciels de CES actuellement comprennent 3000 matériaux, une cinquantaine de propriétés. Les propriétés peuvent être quantitatives, qualitatives ou booléennes. Quantitative, c'est une valeur de limite d'élasticité avec une gamme d'acceptabilité. Qualitative, ça va être ça tient très bien, bien, pas bien du tout dans l'eau salée, par exemple. Et puis booléenne, ça va être je sais le souder ou je ne sais pas le souder. Donc vous allez avoir des liens avec les procédés. C'est un système d'information qui est vous avez tout un tas de procédés, tout un tas de matériaux, et bien vous dites ce matériau, il est possible avec tel type de procédé. Donc ça, c'est une première manière de traiter le couplage. Du côté de la base des procédés, vous avez 800 procédés. L'équivalent des propriétés, c'est les attributs. Donc les attributs, c'est la taille qu'on peut faire, c'est la rugosité que je peux obtenir, c'est la finesse des formes que je peux réaliser. Donc vous avez des attributs des différents procédés. Vous avez des données économiques qui vous permettent d'avoir cette rapide évaluation des coûts. Et puis, de la même manière que les matériaux étaient liés aux procédés, eh bien les procédés sont liés aux matériaux et aux formes possibles. Alors, les différentes spécialisations qui sont apparues dans les très récentes années, c'est par exemple d'avoir des possibilités de dépendance fonctionnelle, c'est-à-dire ne pas avoir une propriété comme ça, mais avoir par exemple une propriété qui dépend de la température. Avoir une base de données qui est des fonctions de propriété. Ça, c'est typiquement ce qui se fait chez Schneider Electric pour les disjoncteurs, par exemple. On peut avoir des bases de données spécialisées. J'avais même fait une base de données pour sélectionner les vins en fonction des fromages. La procédure ressemble étrangement, d'ailleurs. Et puis, on peut construire une nouvelle base de données. Donc ça, c'est l'état des lieux des logiciels actuels qui sont du domaine public. On a un estimateur des coûts. On peut avoir des bases de données spécialisées aussi, donc aussi bien d'un côté que de l'autre. Alors, maintenant, les logiciels CES, donc Cambridge Engineering Selector, sont très efficaces dans les premières étapes de la conception et ils permettent des outils de sélection qui sont très flexibles. Quand on a des problèmes matériaux qui sont compliqués, du style de la conception qui dépend du temps, comme quand on a, dans les tout premiers critères de conception, les critères d'usure, les critères de fluage, les critères de corrosion, les critères de fatigue, si c'est ça qui est le critère de prédéfinition des solutions possibles, ces outils-là sont très mal adaptés à ça. Si on a des problèmes très complexes de couplage entre les formes, les procédés et les propriétés, on est obligé d'être beaucoup plus spécialisé. Donc, je vais vous donner un exemple de la sélection des matériaux pour des pièces moulées en aluminium. Là, on est obligé de prendre explicitement la modification des propriétés qui dépendent du procédé de moulage et qui dépendent de la géométrie des pièces. Et ça, évidemment, vous pouvez le faire que de manière assez spécialisée pour les différentes classes. Donc, vous êtes obligé de rentrer dans des choses beaucoup plus précises quand vous en arrivez là. Quand vous avez de l'information qui est non structurée, là on est beaucoup plus dans le type de recherche d'information, de recherche par ligne de caractères, par ensemble de mots, qui est aussi quelque chose qui est fait de manière beaucoup moins spécialisée. Donc, d'où l'étape d'après, je vous ai montré donc la logique qu'il y avait derrière des logiciels génériques, comment est-ce qu'on peut aller à des logiciels spécifiques. Et une autre difficulté, c'est qu'en fait, dès l'instant où on devient spécifique, ça devient confidentiel. C'est le cœur de métier de l'entreprise. Vous pensez bien que Schneider Electric ne va pas mettre sur le web son outil de sélection des polymères pour faire des disjoncteurs. Ça, il ne faut pas rêver. Alors, regardons un peu les informations qu'on a structurées. Je vous ai parlé de ce tout petit morceau, les propriétés numériques.
les propriétés numériques et disons d'une certaine manière, ce que j'ai appelé les propriétés non numériques, tout ça, d'une certaine manière, c'est ce que vous trouvez dans CES. Mais après, dès l'instant où vous allez apprendre des questions de guide de conception, des études de cas, de l'analyse d'avaries, des applications déjà là, c'est-à-dire je dis j'ai une nouvelle application, à quoi elle ressemble par rapport aux applications qui sont déjà précises, des modules de calcul par élément fini, ce que je vous ai montré en termes d'indice de performance, c'est des calculs de résistance des matériaux. On peut tout à fait coupler ça, et là il y a des études en cours là-dessus, avec des calculs d'éléments finis élémentaires qui vous permettent d'avoir un calcul de performance. Donc toutes ces choses-là sont des choses qui vont être beaucoup plus dans le domaine de l'information non structurée. Alors, les procédés spécifiques, les méthodes spécifiques de choix. Alors, méthodes spécifiques de choix, de la même manière que tout à l'heure, je vous disais, les méthodes systématiques vous donnent une liberté, les méthodes spécifiques vous donnent de la mémoire. Les idées, c'est pour des applications spécifiques, on est de plus en plus dans une situation où on doit stocker de l'expertise et pas simplement stocker des données. Alors, si on regarde ça, il y a 3 grandes stratégies. La stratégie dont je vous ai parlé jusqu'à présent, c'est la première, c'est la stratégie de recherche libre, donc avec ses indices de performance, ses analyses de coûts, ses bases de données. Ça vous donne beaucoup d'innovations possibles, vous avez énormément de liberté, mais vous allez être assez rapidement limité pour aller plus loin dans la conception elle-même. Il y a une autre stratégie qui est une stratégie d'analogie. Stratégie d'analogie, c'est cette conception, ressemble à celle-là, j'ai déjà fait comme ça, donc je peux utiliser cette idée-là. Alors ça peut être extrêmement efficace, comme ça peut être extrêmement limitant. C'est-à-dire vous pouvez introduire un conservatisme intrinsèque là-dessus, voire faire des grosses bêtises. Un exemple tout à fait spectaculaire de ça, c'est la sélection des matériaux pour les boules de machine à écrire. Boules de machine à écrire, je passe pour un fossile quand je parle de ça. Les enfants appellent ça des ordinateurs sans écran maintenant. Donc les machines à écrire, alors au début il y avait évidemment les bras de machine à écrire avec la lettre au bout, et c'est pour ça qu'on a des claviers qui sont aussi bizarres, c'est que les secrétaires tapaient trop vite. Donc quand elles tapaient trop vite, les bras se prenaient les uns dans les autres, et c'est pour ça qu'on était obligé d'avoir des claviers qui étaient moins bien adaptés. Mais au début, on avait cette solution-là. Après, on est passé à une solution qui était une boule sur laquelle il y avait les caractères, et la boule pouvait tourner sur place, et puis après, boum, le caractère allait s'imprimer sur la feuille. Alors ça, c'était très commode, parce que ça évitait le problème des bras qui se prenaient les pieds les uns dans les autres, si j'ose dire. Mais par contre, la boule en question, se posait la question de savoir en quoi je vais la faire. Les premières boules de chez IBM, c'est pas exactement une boîte de branquignoles, autant que je me souvienne, les premières boules étaient en plomb. Alors, la raison était simple, c'est qu'on avait pensé caractère d'imprimerie, caractère mobile plomb, donc on fait les boules en plomb. Si vous faites une analyse fonctionnelle de la boule, vous voulez avoir quelque chose qui a le moins d'inertie possible pour pouvoir tourner très vite et qui a une limite d'élasticité suffisamment élevée pour ne pas écraser les lettres. Donc le plomb était très clairement la plus mauvaise solution possible. Alors ils ont rapidement compris, et les boules en plomb sont des pièces de collection. Donc il y a d'autres matériaux qui ont été utilisés, mais c'est pour vous dire qu'une analogie trop rapide peut vous conduire d'une part à brider l'innovation, mais même à faire des bêtises majeures. Donc ça, c'est un domaine qui est, à mon avis, pas encore assez exploré, mais il faut l'explorer avec des pincettes. Ce que je vais essayer de vous montrer, c'est un domaine qui est basé sur une approche de questionnaire et de capture de l'expertise. Alors, je ne vais pas pouvoir vous traiter tous les exemples, comme d'habitude, mais ils seront sur les transparents qui seront disponibles. Alors, on va regarder les alliages d'aluminium dont je vous ai parlé, et on va voir comment la question se pose. Donc, quand on a sélectionné un alliage d'aluminium pour une pièce en aluminium moulé, on a des questions techniques, qui est la taille, le poids, l'épaisseur maximale, le degré de finition de la pièce. On a des questions de processabilité. Quelles sont les structures fines que je peux obtenir? Évidemment, il vaut mieux que la pièce en aluminium qu'on est en train de fabriquer, elle ne soit pas déchirée au cours de la solidification. On a des questions de propriété. Je vais demander une ductilité, une tenue à la fatigue, une limite d'élasticité. Et puis, je vais avoir des questions économiques. Combien de pièces je veux fabriquer? Alors, quand on a commencé à travailler sur ce problème-là, on travaillait avec quelqu'un qui était un expert alliage de boulage. À l'époque, c'était chez Alcan. Et cet expert-là, quand je lui parle des indices de performance, il me dit, voilà, je vous donne ce problème-là, je fais mon indice de performance, ça va bien, puis je tombais toujours invariablement sur aluminium-cuivre, qui était une excellente solution. Il me dit, vous avez tout à fait raison, à part que je ne sais pas fabriquer la pièce.
Donc ça veut dire que ce qui devenait limitant, une fois qu'on avait décidé de le faire en alliage d'aluminium, c'était plus les propriétés du matériau, c'était la processabilité du matériau pour une forme donnée. Donc ça veut dire qu'on était obligé de complètement changer son fusil d'épaule. Notre fusil d'épaule, l'idée n'était plus de faire une base de données de propriété, l'idée était de faire une base de données d'expertise qui était capable de stocker l'information que telle forme est ou n'est pas réalisable avec tel procédé et avec tel alliage. Alors, ça, évidemment, on va voir un peu deux cas. Alors, il y en a tout un tas, et ça, évidemment, ce n'est pas dans le domaine public, parce que ce que je suis en train de vous décrire ici, c'est l'archivage de l'expertise d'une entreprise qui veut pouvoir systématiquement faire une analyse rapide, voire former des nouveaux ingénieurs, par exemple. Alors, on va regarder le cas de l'index de remplissement d'un moule. Alors, là, on peut toujours se dire, bon, je peux faire des savants calculs de rhéologie d'un semi-solide, voir quelles sont les contraintes qui se développent, voir quand est-ce que je vais déchirer. C'est des questions de science qui sont très intéressantes et c'est des questions de science qu'on ne sait pas encore résoudre. Le critère de Crick à chaud d'un alliage en cours de solidification est une question ouverte scientifiquement. N'empêche qu'on a à fabriquer des pièces. Donc pour fabriquer les pièces en question, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer d'archiver l'expertise sur de très grand nombre de pièces fabriquées. Si vous faites une pièce donnée, vous pouvez définir une longueur caractéristique des différentes pièces, des différentes entretoises, par exemple. Et puis, si vous regardez les différents alliages, vous avez des nomogrammes de ce type-là. C'est-à-dire quand vous avez un alliage dont l'indice de criquabilité s'appelle 1, pour une pièce de taille D, il va vous dire qu'avec un certain type de procédé, vous allez pouvoir faire uniquement des épaisseurs qui doivent être au moins supérieures à 4 mm et demi. Alors ça, vous pourriez rêver de le prédire, et je ne désespère pas que d'ici une dizaine d'années, on sache le faire. Dans l'état actuel des choses, on ne sait pas le faire, donc il faut archiver cette expertise. Alors, maintenant, si vous dites un autre type d'alliage, va être pour la même pièce ici, si j'ai une pièce qui a un alliage qui est de type 4, avec un indice de coulabilité qui est de 4, cet indice de coulabilité va m'imposer que pour la même épaisseur, il faudra que je monte au moins à 5 mm et demi. Alors comment est-ce qu'on fait les indices 1, 2, 3, 4 ? On fait des essais qui sont dédiés, c'est-à-dire on verse l'alliage dans une espèce de spirale, puis on regarde jusqu'où il descend, c'est-à-dire jusqu'où il peut descendre en se solidifiant pour remplir une pièce. Donc ça, c'est ce qui va vous permettre d'avoir une grille de lecture des caractéristiques de processabilité de tel ou tel alliage. Alors, cette chose-là, on peut le faire pour le remplissage des moules, on peut le faire pour la crique, on peut le faire pour un certain nombre de paramètres qui sont des paramètres de processabilité du matériau. Bien. Alors, on va passer, je vais essayer d'accélérer un peu. Combien il me reste? 20 minutes, oui. Donc je vais quand même accélérer. Bon, là je viens de vous montrer un exemple où on était en train d'archiver l'expertise pour un type de procédé. Un autre exemple, c'est par exemple d'essayer de choisir des méthodes d'assemblage. Alors là, je dirais que l'outil, c'est un outil de sélection des experts, ce n'est pas un outil de sélection d'un procédé. C'est que si vous allez voir quelqu'un qui fait du soudage, quelqu'un qui fait de l'assemblage mécanique ou quelqu'un qui fait du collage, il vous donnera toujours une solution. Maintenant, l'idée, c'est en amont de tout ça, de dire quelle est la personne que je dois aller voir. Et pour faire ça, vous allez utiliser un type de questionnaire, ça avait été fait avec le CETIM de Saint-Étienne. Vous allez avoir un type de questionnaire qui va se poser des questions des formes qui sont disponibles, des types de sollicitations qu'on va faire, de l'endroit où on fait l'assemblage. Je veux dire, si je dois faire un assemblage sur un chantier ou dans une salle blanche, ce n'est pas les mêmes procédés qui vont être accessibles. Donc je vais avoir tout un ensemble de questions qui vont orienter l'utilisateur vers un certain nombre de procédés qui sont acceptables. Et puis après, il va falloir aller voir l'expert de ces procédés-là ou les experts de ces procédés-là pour pouvoir réaliser cet assemblage. Alors, si je résume l'état de l'art et des limites des outils de sélection, vous avez des outils génériques qui sont bien adaptés aux premières étapes de la conception. Si on a des questions qui dépendent du temps, on ne sait pas bien faire. Je vais vous montrer comment on essaye de faire. Si on essaye de comparer les matériaux, c'est essentiellement les indices de propriété les indices de performance qui permettent de le faire.
Si on regarde les questions de processabilité, de mise en forme, là on a à stocker des problèmes d'expertise, comme je viens de vous le montrer sur les alliages d'aluminium, et plus on descend dans la spécification, dans l'arbre de sélection, plus on est obligé d'avoir des logiciels dédiés. Alors, maintenant je vais vous donner une autre question, c'est la question du problème inverse. J'ai un matériau, qu'est-ce que je peux en faire? C'est une question qu'on ne sait pas bien résoudre. Et c'est une question qui peut aussi orienter la manière dont vous regardez le matériau nouveau que vous venez de découvrir. Alors voilà l'exemple des types de stratégies qu'on peut imaginer. Donc je vous ai dit les problèmes de choix de matériaux, qu'est-ce qu'on fait? On prend une application, on se dit voilà un cahier des charges, et puis après je regarde dans ma base de données quel est le matériau qui a l'air de répondre au mieux dans ce cahier des charges. Je peux me dire l'inverse c'est facile, il suffit que j'ai une base de données d'application, j'ai un nouveau matériau qui a un certain nombre de propriétés, je regarde pour chaque application quel est le cahier des charges, et je regarde pour l'application quelle est laquelle des applications qui correspond le mieux à l'ensemble des propriétés d'un matériau. Et tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. À part que ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe, pour la raison suivante, c'est que d'abord, faire une base de données des applications, c'est un vrai cauchemar. Comment vous la structurez? Moi, je ne sais pas encore faire cette chose-là. Et les cahiers des charges ne sont pas suffisamment détaillés pour qu'on puisse avoir une base de données générique des applications. Donc cette stratégie-là, on l'a oubliée. Il y a une autre stratégie qui est de dire, ce matériau que je viens de découvrir, prenons les alliages amorphes métalliques massifs, eh bien ce matériau-là, quelles sont ses propriétés? Alors je peux me dire à ce moment-là, quelles sont les propriétés qui sont particulièrement intéressantes, ou quels sont les indices de performance qui sont particulièrement intéressants. Si je prends les alliages amorphes métalliques massifs, le fait qu'ils soient massifs fait que je peux faire des pièces épaisses, le fait que la température de transition vitreuse soit suffisamment suffisamment basse par rapport à la température de cristallisation veut dire que j'ai toute une gamme où je peux les mettre en forme de manière assez facile, comme je le ferai avec un polymère, à part qu'il faut pousser un peu plus. Donc les propriétés sont intéressantes compte tenu de cette capacité de mise en forme. Alors je regarde les propriétés d'un alliage métallique amorphe, je m'aperçois, j'ai une certaine limite d'élasticité, un certain module d'élasticité, je m'aperçois que le rapport du carré du module de la limite d'élasticité divisé par le module d'élasticité est particulièrement intéressant. Donc ça veut dire que j'ai une base de données d'indices de performance, je me dis tiens, il a l'air d'être intéressant pour ça. Le carré de la limite d'élasticité divisé par le module, ça correspond à l'énergie élastique maximale que vous pouvez stacker de manière réversible dans une unité de volume du matériau. Donc ça veut dire que naturellement, ça vous conduit à dire ce matériau-là pourrait être intéressant pour faire des ressorts de faible volume, pas forcément des ressorts de faible masse. Maintenant, une fois que vous avez fait ça, eh bien, ça vous oriente vers un type d'application et vous dites ce matériau amorphe métallique massif qui pourrait être intéressant pour faire des ressorts, les ressorts c'est une structure qui peut être vibrante, donc j'ai besoin de savoir des choses sur la fatigue, je ne sais pas des choses sur la fatigue sur ces matériaux-là, ça vaut le coup d'aller étudier la fatigue de ces matériaux-là. C'est-à-dire que cette démarche-là peut vous permettre, elle doit pouvoir s'appliquer à des matériaux dont on a une connaissance incomplète, pour orienter des applications possibles de ces matériaux-là et se dire voilà les informations supplémentaires dont j'ai besoin pour savoir si les applications sont sérieuses ou pas. Donc ça, c'est ce que j'appellerais la recherche de fonctions. Alors la troisième solution, donc ça veut dire que pour faire ça, eh bien, il faut avoir une base de données d'indices et puis pour un nouveau matériau, je me dis en quoi il est particulièrement intéressant, pour quel indice il est particulièrement intéressant. Donc ça vous donne des idées d'applications possibles. Il y a une dernière solution qui est la stratégie qui est complètement amorale, c'est la stratégie du coucou, consistant à dire mon nouveau matériau, en quoi il ressemble à d'autres matériaux existants. Alors ressemble, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que je définisse une distance dans l'espace des matériaux. Une distance dans l'espace des matériaux, il y a une manière facile de le faire, qui est de faire la différence de la propriété du matériau avec la propriété d'un autre matériau, normaliser ça par la valeur moyenne de cette propriété, mettre tout ça au carré, faire la somme sur toutes les propriétés, et comme ça vous avez une distance qui dit ce matériau il est relativement proche de celui-là. Et puis celui-là, tiens ça tombe bien, il a tel type d'application. Donc je vais pouvoir aller regarder si mon matériau ne peut pas être utilisé dans tel type d'application. À part que la distance que je viens de vous définir est une distance qui est complètement arbitraire. Donc une fois que vous avez identifié un matériau qui serait potentiellement proche, qui a une application qui serait potentiellement intéressante, vous redéfinissez une distance qui ne prend en compte que les propriétés qui sont pertinentes pour l'application que vous venez d'identifier. Et vous regardez si le nouveau matériau que vous avez, est effectivement proche du matériau auquel vous voulez le comparer. Donc, encore une fois,
ce n'est pas une méthode systématique de vous dire à coup sûr ça va marcher pour ça, mais c'est une méthode de vous orienter dans une espèce de jungle d'applications possibles, dire il y a des chances que ça puisse aller dans cette direction-là. Donc voilà un exemple de... Bon, alors ça aussi, ça a été développé sous forme de logiciel, mais c'est un exemple d'une démarche qui est ce que j'appelle la démarche inverse. Alors, les problèmes de durabilité. Problème de durabilité, je vais vous en dire quelque chose en 5 minutes. C'est difficile. Problème de durabilité des sélections, c'est-à-dire pendant combien de temps ça va pouvoir marcher, c'est difficile parce que d'une part, il est difficile d'avoir les informations. Prenez la corrosion, c'est difficile d'avoir une base de données où vous avez toutes les données de tous les matériaux dans tous les environnements à toutes les températures. Je ne vous dis pas l'horreur. Donc les informations sont difficiles à obtenir. En plus d'être difficiles à obtenir, ce n'est pas forcément celles dont vous avez besoin. Il est relativement facile d'avoir ces informations pour un matériau donné, un ensemble d'environnements donnés, pour de la corrosion généralisée. Ce n'est pas forcément ça qui est limitant. Ça peut être de la corrosion localisée qui est limitante. Un autre aspect, c'est que le problème doit être abordé de manière systémique. Si vous prenez un réservoir, que vous voulez que ça tienne bien à la corrosion, la première chose à faire, un réservoir d'eau par exemple, la première chose à faire, c'est d'éviter d'avoir des eaux dormantes. Donc un truc qui est tout bête, c'est que votre réservoir, eh bien, il faut que le fond du réservoir il soit plutôt sphérique plutôt que d'être comme ça. Donc ça veut dire que vous allez avoir tout un tas de règles de conception qui vont aussi interférer. Donc c'est ce qui fait que ces choses-là ne sont pas faciles à traiter. Et le dernier point, c'est que les problèmes de choix deviennent maintenant dépendants des problèmes de dimension. Si vous voulez faire un réservoir sous pression avec de l'eau et qui doit tenir à la corrosion, ce n'est pas la même chose de faire un réservoir pour une petite maquette de train à vapeur et pour un gros truc de train à vapeur, pour une grosse locomotive à vapeur. Bon, ce n'est pas vraiment de l'innovation technologique, ça je vous l'accorde, mais ça veut dire que vous sentez bien que suivant la dimension, eh bien, vous allez avoir des choix qui vont être différents. Votre choix de la chaudière à vapeur, ça va être de soutenir une certaine pression sans plastifier, sans fuir. Si vous avez un petit dispositif, c'est mince. Si cette chose-là est mince, il faut avoir un matériau qui tient beaucoup mieux à la corrosion que si vous avez une bonne couche de fonte. Alors, je vais quand même vous montrer ce qu'on peut faire malgré ça. Ce qu'on peut faire malgré ça, alors je vais vous donner des indices de performance qui vont vous montrer un peu la situation. Voilà des indices de performance qui ont été calculés pour des problèmes de corrosion généralisée avec différents types de sollicitations, des objectifs, des astreintes, et puis l'indice qui en résulte. Alors, on va prendre une barre à section pleine circulaire, à rigidité donnée et à minimiser la masse, c'est-à-dire le truc archi simple dont je vous disais tout à l'heure, l'indice de performance, c'est le module divisé par la densité. Alors si maintenant je me dis, en plus, ce truc-là est en train de se corroder de manière généralisée, c'est-à-dire à un certain taux, c'est en train de réduire de section. Évidemment, quand ça réduit de section, ça veut dire que j'augmente la contrainte à cet endroit-là. Si j'augmente la contrainte à cet endroit-là, ça va finir par mal se passer. Alors vous sentez bien que si j'ai le truc, si la chose ne va pas durer longtemps, je ne me pose pas trop la question. Si elle va durer très longtemps, la question qui va être limitante, c'est à quelle vitesse la pièce est en train de s'amincir. Donc c'est exactement ce que vous dit cet indice-là. L'indice de performance pour cette situation-là est le rapport du module divisé par la densité par cet horrible bidule en bas. Cet horrible bidule en bas, vous avez ici un coefficient qui est une constante qui est une constante d'érosion du matériau dans un milieu agressif. Et vous voyez qu'ici, vous voyez apparaître le temps. Attendez, il faut que je le voie. Vous voyez apparaître le temps pendant lequel la pièce doit fonctionner. Donc si ce temps est très court, vous enlevez ça et vous retombez sur l'indice sur ρ. Si le temps est très long, vous gardez uniquement le second terme et vous voyez que le E va disparaître et je vais avoir quelque chose qui va me faire apparaître uniquement le taux de corrosion. Ce que cette approche-là vous dit, c'est que si je suis dans un temps intermédiaire, eh bien vous dit comment vous devez pondérer la résistance à la corrosion par rapport à la résistance mécanique. Donc c'est un cas très simple, mais c'est pour vous montrer comment est-ce qu'on peut traiter les problèmes de durabilité quand on a l'information. Alors, les questions d'optimisation. Question multicritères, question multi-objectifs. La première question, c'est quand on a plusieurs contraintes, quelle est la contrainte limitante ? Quand on a plusieurs objectifs, quel est le trade-off qu'on a entre les différents objectifs ? Donc là, ce qu'on va voir, c'est en fait des techniques qui commencent à ressembler assez fortement à des problèmes de mathématiques appliquées. Alors, si on regarde un problème multi-astreinte, imaginons que je veuille avoir à la fois quelque chose qui est rigide et quelque chose qui est solide.
le simple calcul que je vous ai montré tout à l'heure vous dit que la masse doit être donnée au minimum par cette valeur-là, et la masse doit être donnée au minimum par cette valeur-là. Et la question, c'est de savoir entre ces deux-là, quelle est celle qui est la plus limitante. Donc vous voyez que quand vous allez égaliser ces deux masses minimales, mais ça va vous donner une zone de l'espace des matériaux dans lesquels vous allez avoir une limitation égale entre le fait d'être limité par la rigidité ou le fait d'être limité par la solidité. Si vous êtes dans une part de l'espace, eh bien vous allez être limité par l'un, dans l'autre part de l'espace, vous allez être limité par l'autre. Donc on va voir comment on traduit ça graphiquement. Vous traduisez ça graphiquement de la manière suivante. Vous avez vos deux indices de performance, l'indice M1 et M2, qu'on a vu tout à l'heure. Vous avez ici la ligne de couplage, qui est la ligne où tous les matériaux qui sont là sont également limités par l'astreinte de rigidité ou l'astreinte de solidité. Si vous êtes dans cette zone, vous êtes limité par M2. Si vous êtes dans cette zone, vous êtes limité par M1. Donc ça veut dire que si vous voulez comparer des matériaux que vous auriez du mal à faire si vous n'avez pas mis de pondération, A, B et C, c'est difficile de dire lequel est le meilleur. Et bien maintenant, si vous le faites de la façon suivante, eh bien vous allez pouvoir dire que le matériau ici est limité par M2, ici par ça et ici par ça. C'est-à-dire qu'ici, vous pouvez classer vos différents matériaux en fonction de leur pertinence vis-à-vis d'un cahier des charges où vous pouvez maintenant dire quelle est l'astreinte limitante. Maintenant, l'astreinte limitante dépend évidemment, cette fois-ci, du dimensionnement. C'est-à-dire que si vous avez une pièce qui est courte ou une pièce qui est longue, eh bien la question de la résistance à la rigidité ou de la résistance au flambement ou de la résistance à la plastification ne va pas se positionner au même endroit. Donc ça veut dire que vous allez dans une situation où vous ne pouvez plus sélectionner simplement indépendamment du dimensionnement. Alors, les problèmes multi-objectifs sont des problèmes qui sont un petit peu plus délicats, en ce sens qu'on va avoir par exemple deux indices de performance, un indice de performance de coût et un indice de performance de masse. Vous allez avoir tout un ensemble de solutions, et puis vous avez ce qu'on appelle le front de Pareto de cet ensemble de solutions, c'est-à-dire des solutions qui ne sont dominées par aucune autre solution. Alors pour pouvoir sélectionner entre ça et n'importe quel autre, vous pouvez, parce que si vous n'êtes pas sur le front de Pareto, vous êtes sûr que vous n'êtes pas dans une solution optimale. Maintenant, toutes les solutions du front de Pareto sont des solutions optimales, tant que vous n'avez pas précisé quel est votre facteur d'échange entre vos deux objectifs. Donc pour pouvoir aller plus loin, il faut dire, bien, j'ai un facteur d'échange qui est combien je suis prêt à payer pour alléger la masse, c'est-à-dire je me donne une performance qui est une combinaison de la masse et du coût, et j'ai un facteur d'échange qui me dit je suis prêt à payer tant pour gagner 1 kg. Donc quand vous faites ça, eh bien, ça veut dire que vous allez, en plus de votre courbe de Pareto, eh bien, vous allez avoir des lignes équiperformance, et c'est la tangente entre les lignes équiperformance et le front de Pareto qui va vous dire quelles sont les solutions optimales. Alors quand on l'a dit comme ça, c'est tout simple, à part que le problème, c'est comment je construis ces facteurs d'échange. Alors ça, c'est tout un problème, parce que d'abord, les gens n'ont pas vraiment envie de vous le dire, mais je vais juste vous donner quelques exemples. Et vous pouvez faire de l'analyse de la valeur. Vous pouvez vous dire, si je gagne 1 kg sur une voiture et que la voiture doit rouler pendant 300 000 km, voilà combien je gagne en termes de consommation d'essence. Si je gagne 1 kg sur un avion et que l'avion il doit faire 3 allers-retours au-dessus de l'Atlantique par semaine, et qui fait ça à chaque semaine de l'année, sauf 3 fois une semaine de contrôle, et que je sais qu'un passager c'est 500 kg, pas un passager tout seul, mais un passager plus le siège, plus un dixième de l'hôtesse, plus les valises, plus tout ça, ça fait à peu près 500 kg, vous pouvez vous dire, je gagne tant de passagers, je gagne un 500e de passagers quand j'ai gagné 1 kg dans l'avion, et donc ça me dit combien je suis prêt à payer, parce que je sais combien je gagne chaque fois que je mets un passager de plus. Donc avec ces analyses de la valeur, vous pouvez avoir des estimations des différents coûts que vous pouvez avoir par kilo. Alors ces choses-là, c'est des estimations à la louche, c'est des estimations que vous n'arrivez jamais à avoir explicitement, parce qu'évidemment, avoir ça, ça suppose que votre compagnie aérienne vous dit qu'est-ce qu'elle gagne par passager, donc elle n'a pas forcément envie de vous le dire. Mais il se trouve que ces estimations-là, dans les ordres de grandeur, vous donnent à peu près des estimations valables de ce que vous êtes prêt à payer. Donc, ça veut dire que si vous proposez une solution qui augmente de plus de 6 euros par kilo le prix d'une bagnole, vous allez avoir du mal à le faire passer. Par contre, dans un véhicule spatial, vous pouvez assez facilement aller à 10 000 $ par kilo. Donc voilà alors, on peut le faire aussi en regardant le marché. Par exemple, je l'avais fait moi avec les skis chez Decathlon. On peut regarder quelle est l'augmentation du prix d'un ski en fonction de la diminution de son poids. Alors quand vous prenez des skis de randonnée,
là, vous voyez que les gens ont vraiment envie que ça soit plus léger. Donc, ils sont tout à fait prêts à payer beaucoup plus cher pour un ski plus léger. Par contre, le ski lambda, c'est à peu près plat, quoi. Donc, vous pouvez analyser le cahier des charges ou analyser le marché, et ça vous donne les coefficients d'échange. Je vais terminer maintenant, donc ça, je n'ai pas le temps de le faire. Je vais terminer maintenant en vous montrant comment on peut utiliser les outils de choix pour développer des matériaux. Alors, et on va utiliser ces outils de choix pour développer des matériaux pour une application qui n'est plus une application structurale. Il y a quand même un besoin structural, mais qui n'est plus une application structurale, qui est de faire des aimants pulsés à très haut champ. Donc ça, c'est essentiellement fait pour faire de la recherche, mais il faut quand même les fabriquer. Alors si vous allez à Toulouse dans un laboratoire d'aimants pulsés, ils peuvent vous montrer un musée des horreurs qui est tous les aimants qui ont explosé. Et la raison, elle est assez simple, c'est que quand vous mettez un champ magnétique, vous avez une énergie magnétique qui est énorme, surtout si le champ est grand, et par unité de volume, c'est grosso modo quelque chose qui varie comme le carré du champ magnétique. Donc quand vous mettez à faire des champs magnétiques qui sont de 10, 15, 20 Tesla, confiner le champ magnétique à l'intérieur du bobinage, c'est quelque chose qui coûte très cher en énergie. Ça veut dire qu'il y a une pression magnétique qui est énorme. Donc, une chose que vous devez faire, c'est d'avoir cette pression magnétique, qui peut s'écrire grosso modo comme quelque chose qui varie comme le champ que vous voulez obtenir au carré divisé par quelque chose qui est une fonction de la géométrie, du nombre de bobines, du diamètre, enfin toutes ces choses-là, dont vous n'avez pas forcément très facilement le contrôle. Ce truc-là doit être plus petit que la limite d'élasticité. Donc ça vous donne une valeur supérieure du champ que vous pouvez réaliser pour une limite d'élasticité donnée, ou une valeur inférieure nécessaire pour le champ que vous voulez faire. Maintenant, évidemment, quand vous faites ça, vous êtes en train de chauffer, vous êtes en train de faire un pulse de courant, et ce pulse de courant va augmenter de manière assez substantielle la température du conducteur, et vous avez une température maximale admissible. Évidemment, la température maximale admissible, c'est qu'il ne faut pas que le conducteur fonde. Si la bobine diverge que le conducteur fond, ça marche beaucoup moins bien. Donc, en fait, ça vous donne une autre limitation. Vous sentez qu'ici, ce qui va être limitant, ça va être la limite d'élasticité. Ici, ce qui va être limitant, ça va être quelque chose qui va contenir la conductivité. Alors, le ρ, c'est plus la densité, c'est la conductivité électrique. Et puis, vous allez évidemment avoir aussi la capacité calorifique. Quand vous avez tout ça, ça vous donne deux indices de performance. L'un qui est simplement la limite d'élasticité, qu'on a mis à la puissance 1,5 ici, ça n'a pas beaucoup d'importance. Et l'autre, c'est quelque chose qui est les capacités calorifiques et la densité du matériau et la conductivité électrique, la résistance électrique. Donc, si vous regardez différents types de matériaux avec différents types d'applications, eh bien, vous voyez, suivant que vous allez avoir soit un pulse très court, soit un champ très élevé, eh bien, vous allez avoir ou bien à essayer, vous allez être limité par les aspects résistance mécanique si vous avez un champ très élevé, et vous allez être limité par les aspects échauffement si vous avez un pulse long. Donc ça, ces critères-là vous permettent de dire quel matériau serait plutôt préférable pour tel ou tel type d'application. Ça, c'est la version je regarde sur étagère. Maintenant, on peut faire un peu mieux, qui est de dire je ne regarde pas simplement dans les bases de données de CES, je regarde dans une base de données un peu plus spécifique, et je regarde en fonction de ces différents indices, pour différents types de champs que je veux obtenir ou différents types de durée de pulse, je peux regarder pas simplement du cuivre, mais je peux regarder du cuivre chrome, je peux regarder du cuivre argent, je peux regarder des matériaux qui viennent du cuivre beryllium, je peux regarder aussi des matériaux qui sont des matériaux qui ont été développés pour ça, qui sont des composites cuivre argent ou des composites cuivre niobium. Alors je vais vous dire deux cas. Alors le cuivre niobium a l'avantage que le niobium a le bon goût d'être supraconducteur. Le cuivre argent, il a l'avantage que je peux assez facilement faire des composites cuivre argent simplement en solidifiant un alliage cuivre argent avec une composition qui est proche de la composition eutectique. Ce que vous avez ici, c'est le procédé de fabrication. Donc là, par moulage, par solidification ici, par coextrusion. Ici, ce que vous faites, c'est vous mettez des fils de cuivre, des fils d'argent, vous mettez ça dans une filière, vous extrudez la chose, vous recommencez, et vous faites cette magnifique structure qui est une structure de fil, de fil, de fil, de fil, de fil. Et vous pouvez le faire aussi longtemps que vous voulez. Alors ici, ce que vous avez, c'est, vous voyez, ça c'est 50 nanomètres, donc on commence à être tout petit. Vous avez une pièce extrudée qui est partie d'un alliage solidifié de manière directionnelle, cuivre-argent, et vous avez passé ça dans une filière et vous avez à chaque fois réduit l'épaisseur. Et quand vous avez fait ça, eh bien vous avez des structures qui sont de l'ordre de la dizaine de nanomètres de fil d'argent dans du cuivre.
Donc voilà deux procédés pour avoir des matériaux qui sont des composites et qui sont des composites qui sont très durs. Et ils sont très durs parce que je les ai beaucoup déformés. Mais là, vous sentez que j'ai un degré de liberté que j'ai introduit. Si je déforme de combien? Quelle est l'échelle initiale? Alors pour pouvoir aller plus loin, eh bien, ce qu'on peut faire, c'est de se dire, eh bien, si je diminue l'espacement entre les fibres par extrusion, je vais durcir le matériau parce que j'empêche les dislocations de bouger. Donc la limite d'élasticité va varier comme cette valeur-là. C'est-à-dire la limite d'élasticité va varier comme cette grandeur-là. Ça, c'est l'espacement initial. En solidification, ça va être l'espacement de solidification. Ça va être lié à la vitesse de solidification, par exemple. Et ça, c'est la déformation que vous avez faite. Plus vous déformez, plus la limite d'élasticité augmente. Maintenant, plus vous déformez, plus les endroits où les électrons vont pouvoir être diffusés vont être proches les uns des autres. Donc vous allez être dans une situation où vous allez aussi augmenter la conductivité électrique. Vous allez aussi augmenter la résistivité électrique. Donc ça veut dire que vous êtes en train de gagner d'un côté et de perdre de l'autre. Alors, ce que la modélisation vous dit, c'est ce que vous voyez ici, expérimentalement, sur des cuivres argent plus ou moins déformés, eh bien, vous pouvez très facilement le comprendre avec un modèle très simple qui va vous dire je ne vais pas pouvoir faire les deux en même temps. Et maintenant, où est mon optimum? Donc, ce que je viens de vous montrer, c'est que pour ce critère-là, vous êtes capable de dire les cuivres argent ou les cuivres niobium sont des bonnes solutions, et il faut que je parte avec tel espacement initial, et il faut que je déforme de telle manière avec tel procédé d'extrusion pour pouvoir obtenir un matériau qui est le mieux adapté, soit un aimant pulsé à long pulse, soit un aimant pulsé à haut champ. Alors, les conclusions. Les outils génériques sont disponibles et utilisables dans les premières étapes de conception. Ils sont bien adaptés. Les outils spécifiques peuvent être bien adaptés aux étapes ultérieures de sélection, mais malheureusement, ils deviennent spécifiques, comme leur nom l'indique, c'est-à-dire qu'ils sont de moins en moins publics et de plus en plus spécialisés. Les problèmes de propriété dépendant du temps sont des problèmes qu'on ne sait pas bien traiter. On peut trouver une méthode de recherche d'application qui vous permet aussi d'orienter la recherche d'informations que vous cherchez sur un matériau donné. Je vais essayer de vous montrer qu'on pouvait aussi maintenant orienter le développement d'un matériau en couplant des approches très simples de modélisation des propriétés avec un cahier des charges qu'on a traduit en termes de performance par les méthodes de choix de matériaux dont je viens de vous parler. On va maintenant de plus en plus vers des outils spécifiques. Vous trouverez ça aussi sur les transparents. J'ai fait une liste des outils spécifiques à ma connaissance qui existent. Il y en a des tas que je n'ai pas mis là. Je sais qu'il y a un outil qui existe chez Moulinex où un des critères, c'est est-ce que je suis capable de peindre en orange, en rouge, le polymère que je veux utiliser. Donc c'était en orange. Rouge, c'était pour Seb, parce qu'il faut pouvoir avoir un signe de fabrique qu'on met à cet endroit-là. Donc il y a maintenant tout un tas de systèmes qui existent en interne dans un certain nombre d'entreprises pour aider à la sélection des matériaux. Deux mots du nucléaire, juste pour vous montrer qu'on peut tout à fait adapter ce genre de méthode à des problèmes qui sont très différents de problèmes proprement de mécanique. Là, si je veux faire une gaine de combustible, il faut évidemment que les neutrons passent au travers. Ça, c'est caractérisé par une longueur d'absorption. Je pourrais effectivement avoir quelque chose où les neutrons passent au travers de la gaine très facilement en faisant une gaine très mince, mais si la gaine est très mince, elle ne supportera plus la pression qui est à l'intérieur. Donc il vaudrait mieux qu'elle soit épaisse. Entre les deux, j'écris un indice de performance. L'indice de performance me dit que je vais essayer de trouver quelque chose qui maximise, quelque chose qui contient la résistance mécanique à la température donnée du matériau, sa résistance au fluage par exemple, et puis quelque chose qui contient sa capacité à absorber des neutrons. Alors évidemment, ces données-là, vous ne les trouvez pas dans un logiciel standard, mais vous pouvez parfaitement aller chercher dans un bouquin de neutronique pour les trouver. Et quand vous faites ça, vous voyez effectivement un certain nombre de propriétés qui sont possibles. Ce n'est pas ça qui va vous dire s'il faut prendre du zircaloï 4 ou un alliage M5, mais c'est ça qui va vous dire, compte tenu des conditions de fonctionnement, ça vaut le coup d'aller regarder du côté des alliages de zirconium ou des alliages d'acier inox, ou pourquoi pas d'autres matériaux. Et là, vous voyez qu'il y en a qui sortent qui sont complètement absurdes. Me trouver avec du magnésium dans de l'eau chaude, c'est sûrement pas une bonne idée. Mais ça vous permet d'avoir une grille de lecture des options possibles. Je ne suis pas en train de vous dire que ça vous dispense d'aller plus loin, je suis en train de dire que ça vous permet de rationaliser les pistes que vous pouvez commencer à explorer.
Les indices de performance, donc, et ça, je vais passer maintenant la parole à... Où il est passé, Stéphane? Ouais. Passer la parole à Stéphane. Où est-ce qu'on va quand on veut aller plus loin que les indices thermostructuraux? Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, ce dont j'ai essayé de vous convaincre, c'est au-delà de l'outil standard, on peut voir ça comme un guide de développement de matériaux. C'est-à-dire, au lieu de dire je vais chercher un matériau pour une propriété, je vais dire je vais développer un matériau pour une combinaison de propriétés qui est pertinente pour une application donnée. Merci de votre attention. Hein?